urgente, éclatante, romantique, chaude, simple, étrange, libre, humaine. C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are the children. La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée. Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous magazine. La puce à l'oreille avec aujourd'hui le retour d'un enfant du pays. J'ai envie de dire ça comme ça. Et si je dis ça, c'est pas tout à fait par hasard. Abdelkader Alan, bonjour. 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 On va parler de votre deuxième livre, mais avant tout ça, vous représentez. C'est l'auteur aujourd'hui, c'est le directeur de Mission Locale que je reçois. Qui c'est ? Oui, c'est l'auteur plutôt. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu en tournée un peu partout en France, mais surtout en tant qu'auteur. Ouais. Alors, on arrive à être auteur en laissant de côté son activité professionnelle quand elle est aussi proche de la personne, aussi prenante que celle que vous exercez dans le département de la Loire, Saint-Jean. C'est bien ça. La Haute-Loire. Alors en fait, c'est vrai que j'ai envie de dire l'auteur contribue à aider le directeur de mission locale, et en même temps le directeur de mission locale donne de la réflexion à l'auteur. Alors, quand je vous présente, on parle d'Yssingeaux, de Haute-Loire, enfant du pays, on va tout de même vous resituer. Vous avez quand même des attaches tout à fait particulières avec le Douaisis, avec Douai. Oui, je suis originaire donc de Douai, plus précisément de Frémarais. J'ai vécu 33 ans dans le Douaisis. J'ai travaillé à la NPE à l'époque de Douai, puis ensuite à la mission locale du Douaisis. Et puis en 2004, 10 ans déjà, j'ai quitté mon nord natal pour aller donc à Yssingeaux. Rencontrer d'autres personnes, vivre une autre expérience, le mal du pays. Non, honnêtement non. Bon, j'y reviens souvent parce que j'ai mes parents, j'ai la famille, donc je reviens. Allez, au minimum, je reviens 5 fois par an donc dans le Douaisis, et les vacances. Souvent, je viens en vacances. Donc non, j'ai pas le mal du pays. C'est vrai que je me suis vraiment acclimaté à la Haute-Loire. Il y a beaucoup de similitudes entre ces deux territoires. Hein. Les gens sont passionnés, les gens sont agréables, les gens ont beaucoup de cœur. Et puis le froid, on a autant de froid en Haute-Loire que dans le Nord, donc il y a beaucoup de similitudes. Le cœur, on va forcément en parler au cours de cette émission, mais d'abord revenir sur notre première rencontre. C'était il y a quoi, 2-3 ans ? Ouais, le livre était sorti en 2011, donc on s'était vu, je crois, fin d'année ou début d'année 2012. Ça s'appelait En pleine face. Exact. Ça parlait de la boxe. Oui. Mais ça parlait pas que de la boxe. Surtout, ça parlait surtout pas que de la boxe. Ça parlait surtout pas de la boxe. La boxe était finalement un prétexte, même s'il y a une expérience réelle de boxeur. Bien sûr. Oui, voilà. Oui. Ça apporte des valeurs. Oui, beaucoup de valeurs. Et puis la boxe, je dirais, j'ai eu de la chance. J'ai deux chances dans ma vie. Mon nez, voilà, parce que j'ai un nez tordu, hein, je précise aux auditeurs, et la boxe. Mon nez parce que j'ai fait de la boxe à cause de mon nez, et la boxe parce que la boxe m'a permis justement de sortir de la cité et de rencontrer l'autre, celui qui me ressemblait pas. Celui qui ressemble pas, il s'appelle comment ? Frédéric Martin ? Alors en fait, le vrai nom c'était Yvon et Cécilio. Donc et puis après il y en avait d'autres. Il y avait Patrick, il y avait Roland. Donc et c'est vrai que c'est des Français sur plusieurs générations et que je fréquentais pas forcément quand j'étais dans ma cité. Le premier ouvrage, il nous parlait de tout ça avec une vision tout à fait particulière d'un racisme qui existe, d'une incompréhension d'une communauté, je sais pas si je peux prendre le mot, hein, mais d'une communauté qui avait du mal à se trouver, à se placer et à accepter également l'autre en disant l'incompréhension elle est des deux côtés. Oui, vous savez, moi j'ai toujours c'est un racisme, je te pousse et tu me repousses. Voilà, c'était en fait on avait l'impression que le français sur plusieurs générations ne nous aimait pas parce qu'on était issus de l'immigration et en même temps nous on l'aimait pas. Vous voyez, c'était un peu alors qui commençait les hostilités, je sais pas, mais en tout cas il y avait une hostilité. Ce premier ouvrage, il était nécessaire pour régler des comptes avant de pouvoir écrire ce que vous avez écrit aujourd'hui et dont on va beaucoup parler. Cœur Halal, c'était nécessaire d'écrire d'abord En pleine face avant de pouvoir écrire Cœur Halal, où là on est davantage sur
une réflexion, une globalité. Il y a peut-être un peu moins de vécu à travers Cœur Halal. Ouais, c'est une continuité, je crois. C'est vrai que dans Pleine Face, j'ai eu à cœur de, j'allais dire, régler mes comptes. Moi, j'ai toujours tendance à dire que je suis un repenti, pas de la mafia, mais Il a réglé ses comptes avec lui-même surtout. voilà, voilà, c'est ça, régler ses comptes avec soi-même. À savoir, quand j'étais gamin, je le dis, hein, et j'en ai pas honte, j'étais raciste, homophobe et antisémite. Et puis j'ai changé, donc comme quoi il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, je lutte, parce que au-delà de simplement mon poste de directeur de mission locale, je suis aussi responsable départemental de lutte contre les discriminations pour le département de la Haute-Loire. Je donne des conférences un peu partout en France sur des thématiques comme la discrimination, comme l'islam et l'entreprise. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, voilà, oui, j'étais raciste, homophobe, antisémite, mais c'était naturel. Par rapport à l'endroit où j'ai grandi, c'était assez naturel. Et donc, mais encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Et la difficulté qu'on avait, en fait, c'est qu'on était ghettoisés. Et donc, à partir de là, c'était nous contre les autres. Il a fallu faire tomber des barrières, et parfois des barrières que l'on construit soi-même. Oui, c'est la vie, entre guillemets, la vie dans une cité, la vie en communauté, dans le communautarisme, hein, parce que c'était indirectement, on n'appelait pas ça à l'époque le communautarisme, mais c'était du communautarisme, faisait que on était, entre guillemets, il y avait une sorte de repli communautaire, pas repli religieux, même si parfois il y a eu effectivement des replis religieux, mais à l'époque, ce qu'on a surtout, nous, connu, c'était le repli communautaire. Ça se passe mieux aujourd'hui ou c'est toujours aussi compliqué? Je dirais que ça dépend des endroits, mais tant qu'on casse pas les phénomènes de ghetto, tant qu'on n'évite pas de mettre entre eux les communautés, ça se passera encore comme ça. Et malheureusement, vous savez, c'est assez simple. Hein, l'exclusion, c'est l'exclusion la difficulté de notre société. L'exclusion engendre naturellement le repli. Alors ça peut être le repli nationaliste. Vous savez, quand je vois les personnes qui vont naturellement vers le Front National, c'est parce qu'ils sont exclus surtout. Et ce repli, je le connais donc, repli nationaliste, mais le repli aussi communautaire et le repli malheureusement aussi souvent religieux. C'est quoi l'identité nationale? Pour moi, l'identité nationale, c'est simplement de se sentir bien dans son pays. Après, vous savez, moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie, ce que je demande, ce pourquoi je me bats, c'est pour devenir un invisible. C'est pour faire en sorte que les jeunes issus de l'immigration soient les invisibles de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus envie qu'on me regarde comme une personne issue de l'immigration. J'ai envie qu'on me regarde comme un Français, comme vous. Voilà, c'est assez naturellement, c'est-à-dire que devenir invisible aux yeux des Français, de façon à ce que je sois reconnu comme Français à part entière. Il existe encore ce qu'on appelle communément un racisme ordinaire. Voilà, mon pote, il est arabe, mais c'est un pote, quoi. Mais il est arabe. Ouais. Mais je vais vous raconter une histoire. Le Cœur Halal est né d'un petit incident. J'étais devant chez moi et il y a une personne qui était en état d'ébriété, qui a proféré des insultes racistes à mon encontre. Et donc je l'ai interpellé, je lui ai dit que ça l'arrêtait pas, j'appelais les gendarmes. Et là mon voisin, un mec super avec qui je m'entends, mais vraiment on est vraiment potes, hein. Et il sort, il me dit qu'est-ce qui se passe, Abdel? Et je lui explique. Et il me dit mais c'est pas possible, mais vraiment il était en colère, quoi. Et il me dit mais si seulement ils étaient tous comme toi. Voilà. L'histoire est née de là. Ça en dit beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais pris un coup de couteau devant et j'en prenais un, malheureusement, sans le voir venir dans le dos, sachant que il est pas méchant, il est pas mauvais, il est pas raciste, simplement il a des préjugés. Voilà. Et vous êtes restés amis? Oui, ah oui, bien sûr. Mais ça passe au-delà. Ouais, je lui ai dit, tu sais, c'est un petit peu raciste ce que tu viens de dire, mais franchement, il s'en était pas aperçu. Et ce que j'ai eu envie de dire à travers mon deuxième roman, c'est de dire, on n'est pas tous blancs ou tous noirs, on a tous des nuances. Sartre disait, on a tous un fond de salopard. Bah, je pense qu'il a raison. Alors, on va parler de ce roman Cœur Halal. D'abord, c'est un bon départ, ça marche très fort. Ouais, c'est vrai que je suis étonné. Je vraiment, en toute humilité, je suis surpris du succès qu'il a. Alors, succès autant de la part de la presse, mais surtout des lecteurs. C'est-à-dire que les lecteurs m'écrivent, quand ils me rencontrent en dédicace, souvent ils l'ont acheté avant, ils viennent se faire dédicacer, et ils m'en disent beaucoup de bien. Ils me disent simplement que ils passent un bon moment. Ça fait du bien. Ouais, et ça donne, quand on lit ça, on se dit mais c'est un film qui est écrit là. Voilà, tout de suite, moi j'ai mis des images là-dessus, des images parce que l'écriture est simple, ça se lit facilement, mais ça amène beaucoup de questionnements. Alors, on va raconter le moins possible, mais parce que on peut quand même vous dire de quoi ça parle. L'idée, elle est très simple. C'est un homme qui a besoin d'un cœur pour vivre. Cet homme est un petit peu ce que Abdelkader racontait tout à l'heure. C'est peut-être l'Abdelkader très jeune. Voilà, exactement.
très jeune, c'est-à-dire raciste, homophobe, sexiste, antisémite, enfin tout ce qu'il faut pour... c'est un peu dans la caricature, même parfois. Bien évidemment, j'ai forcé le trait. Oui, voilà. J'espère qu'il n'en existe pas trop comme ça, et qui va se retrouver confronté à un fantôme. Donc, c'est Hubert qui se retrouve confronté au fantôme de Farid, et il vit avec le cœur de Farid. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, va y avoir cette confrontation qui va exister avec des tas de questionnements qui arrivent. Un garçon qui va être perturbé, et là je parle d'Hubert, parce qu'il lui arrive, qui va être dans le renoncement. Il y a un processus qui s'opère. Comment vous avez fait pour écrire ce processus, pour faire, allez, j'ai envie de dire, grandir le personnage au fil des pages? Ben l'histoire, je l'ai écrite en 6 mois, donc c'est vraiment, vraiment, elle est venue assez naturellement. À partir de cet incident, je me suis réveillé encore la nuit, parce que j'écris la nuit, et j'ai eu envie d'écrire cette histoire. Mais c'est venu vraiment naturellement. Et j'ai eu envie de faire cohabiter deux extrêmes, entre guillemets, deux personnes qui dans la vie de tous les jours ne pourraient pas, j'allais dire, vivre ensemble. Et là, en l'occurrence, ils n'ont pas le choix. Hubert se voit, j'allais dire, infliger la présence de Farid au quotidien. Et donc, bien évidemment, naît des oppositions de points de vue, d'opinions. Et c'est ça qui était assez intéressant. Et ça a été dur de me mettre dans la peau d'Hubert. J'ai dû faire un travail avec ma collaboratrice de recherche. J'ai été voir sur Internet, j'ai vu des vidéos de fachos. Et ce qui était assez marrant, au départ, j'avais l'impression d'être attaqué par ces images, où on entendait des fachos, c'est-à-dire des images de vie, dans un train, dans un bus, dans un café. Et j'avais l'impression d'être attaqué quand il y avait des propos racistes envers les Maghrébins, les Blacks. Et puis un jour, j'ai vu un facho qui disait « Ouais, mais il y en a marre de voir ces Arabes avec leur barbe, leur djellaba, leur foulard dans les supermarchés. » Et ce discours a eu une résonance sur moi. C'est-à-dire que je me suis rappelé effectivement que dans les supermarchés, je vois des djellabas, c'est vrai. Et je me suis dit, mais si on prend pas un peu de recul, on se laisse facilement embrigader. Voilà. Donc voilà, il y a eu tout un travail qui a été difficile, mais en même temps, très riche. Est-ce normal, je vous posais la question aujourd'hui, dans cette France dans laquelle on essaye de vivre ensemble, de porter encore l'identification de coutumes ou de traditions d'un pays dans lequel on ne vit pas, on ne vit plus, ou avec lequel on a des liens qui sont de plus en plus distants, malgré des outils de communication de plus en plus performants? Alors, est-ce normal? J'ai envie de dire oui, heureusement, parce que je pense que voilà, on peut s'habiller à partir du moment où ça reste décent, bien évidemment. En même temps, après, pour moi, le fait que certaines personnes s'habillent de cette manière pour aller dans un supermarché, par exemple, j'ai l'impression que c'est plutôt un repli. C'est un repli communautaire, un repli peut-être traditionnaliste, parce que ça n'a rien à voir avec la religion, bien évidemment. On est dans la tradition, voilà. J'ai bien parlé de tradition. Oui, et c'est un repli peut-être traditionnaliste, mais ou alors peut-être une façon d'exister, de se dire, on ne veut pas de moi en tant qu'entre guillemets français d'origine maghrébine, et ben je me réaffirme dans ce que je n'ai jamais cessé d'être, c'est-à-dire aux yeux entre guillemets des Français sur plusieurs générations, ce que je n'ai jamais cessé d'être, à savoir un immigré. Moi j'ai une j'ai tendance à dire que on a eu la première vague d'immigration, les premiers, mon plus grand frère, on lui a demandé l'assimilation. Donc je me rappelle à l'époque, il se faisait appeler Michel, il avait vraiment joué le jeu de l'assimilation. Et puis il s'est vite rendu compte que voilà, ça marchait pas l'assimilation. Ensuite, notre génération nous a demandé l'intégration, nous a demandé travaillez bien à l'école, vous allez réussir, on l'a fait, et puis le plafond de verre est arrivé, et puis bon, les années 80, la marche des beurs, tout ce qu'on a pu entendre ces derniers temps. Eh ben, les jeunes d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ils se comportent comme des immigrés. Voilà, ils se comportent comme ce qu'ils ont jamais cessé d'être, ce qu'on n'a jamais cessé d'être, c'est-à-dire des immigrés, des enfants d'immigrés. Et donc voilà, la roue tourne. La roue tourne et c'est revenu. Ils sont revenus un peu ce que leurs parents n'ont jamais cessé d'être. Alors, le livre répond pas vraiment à ces questions, mais il invite à poser ces questions. C'est pour ça que je vous les pose aujourd'hui. C'est un ouvrage qui pose question, qui raconte une histoire mais qui pose question. Et ensuite, chacun est capable d'être même parfois en empathie avec Hubert. Bien sûr. Voilà. C'était le but.
On l'aime bien, ce salopard, tout de même. Hein. Ouais. À la fin, on arrive à l'aimer, mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, on juge ou on préjuge assez naturellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire j'aime pas les Arabes, on dit ouais, c'est un facho. Un Maghrébin qui dit bah ouais, mais ou qui se balade avec son maillot de l'équipe d'Algérie, on dit qu'est-ce qu'il fout là? Enfin, voilà, on préjuge assez naturellement et rapidement. Moi, j'ai envie de dire, bah faut aller voir aussi, faut aller essayer de comprendre pourquoi ces gens se comportent de cette manière. Ils se sont pas levés un matin en disant voilà, je vais décider de revendiquer mon appartenance à l'Algérie, au Maroc, la Tunisie, ou je veux revendiquer le fait qu'il y en a marre des étrangers. Voilà, il faut essayer de comprendre le processus. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et j'allais dire, ce questionnement va permettre, à mon avis, que le vivre ensemble devienne possible. Voilà, alors, il y a également moi ça m'a interpellé là-dessus, je sais pas hein, si ça a été volontaire, il y a également le champ du médical, parce que on parle d'un organe, on parle du cœur halal, et moi je me suis dit, mais on se pose jamais la question de savoir le chirurgien qui sauve une vie, de où il vient, de qui était son père, de comment il en est à arriver là. Là, à ce moment-là, ce qui compte, c'est de vivre et de survivre. C'était volontaire, ce fait d'y mettre ce côté dans la fiction finalement, ce côté un peu, on va dire quasiment, vital quoi, du vivre et du vivre ensemble à travers le champ du sanitaire et puis de la médecine quoi. Comment dire? Vivre, d'abord le cœur. Le cœur, c'est synonyme d'amour. Vous voyez, quand on dit je t'aime, on voit toujours un cœur. Le cœur, c'est synonyme d'amour. Donc il y a une symbolique autour du cœur qui est vraiment forte. Et puis oui, effectivement, c'est vrai que on veut tous vivre le plus possible, le plus longtemps possible. Et à travers cette histoire, Hubert vit, il est content de vivre, il est content de pouvoir encore pouvoir aller militer. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il va pouvoir aller encore. Il pense pouvoir aller militer encore avec le cœur d'un Maghrébin en lui. Donc ça, c'est aussi symbolique, quoi. C'est comment on peut continuer à avoir cette, j'allais dire, cette théorie ou idéologie xénophobe avec un cœur. Le cœur de quelqu'un qu'on déteste. Donc c'est voilà, il y a beaucoup de symbolique dans ce que j'ai écrit, mais l'idée aussi, encore une fois, c'est de faire partir. Voilà, moi je suis un humaniste optimiste, c'est de faire renaître l'humanisme qui est en nous, qui est en chacun de nous. Cœur halal, pourquoi halal? Parce que là aussi, si je reprends l'organe, c'est pas directement du côté du cœur que j'ai regardé, c'est plutôt peut-être du côté des tripes, des boyaux, des entrailles et de l'estomac. Ouais. Le halal, donc en arabe, ça veut dire déjà cœur halal, c'était un mot français, un mot arabe. Je trouvais que voilà le mélange était beau et voilà, je voulais vraiment essayer de quelque part, c'est aussi mon histoire, c'est-à-dire que je suis un peu arabe et je suis beaucoup français, donc voilà, j'ai voulu aussi mettre cette symbolique et halal, ça veut dire licite, autorisé. Et quelque part, j'ai envie de dire, et j'ai envie de crier fort que tous les cœurs, quels qu'ils soient, sont autorisés sur Terre, quoi. C'est important. Un cœur, c'est pas quelque chose c'est pas rien, c'est énorme. Et c'est un cœur, de fait, il est autorisé, il est nécessaire même. Mais en même temps, aujourd'hui, le terme halal, vous venez de l'expliquer, c'est important de savoir ce que ça veut dire. Licite, autorisé. Le terme halal renferme en lui et colporte des tas de connotations aujourd'hui, avec toute l'incompréhension qui peut être générée de par cet amalgame qui est fait entre le champ de l'identité, du cultuel et du culturel et de la tradition. Mais le halal, c'est vrai que, vous savez, sur mon blog, je suis attaqué, bien évidemment, par un livre pareil, on est attaqué. C'est vrai, il y a des gens qui aiment pas. Oui, mais des gens qui l'ont pas lu surtout et qui aiment pas, donc c'est encore un peu plus embêtant. Mais non, ils aiment pas le titre. C'est-à-dire que par exemple sur mon blog, on voit, il y en a un qui a écrit maintenant il y a même des livres halal. Pauvre France, marine vite. Un autre a écrit l'islamisation est en marche via le halal, même dans la lecture maintenant. Enfin, voilà, on utilise le halal comme on a envie. Moi, voilà, le halal, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce terme, et quelque part, voilà, j'ai envie aussi, d'une certaine manière, de casser un peu ce qu'on a pu entendre autour de ce mot.
C'est juste un mot qui dit que la viande, elle est autorisée pour les musulmans, de la même que le kasher. Vous voyez, on parle pas du kasher, on parle de halal, mais on parle pas du kasher. Pourtant, le kasher aussi existe en France. Et voilà. Donc après, pourquoi ce mot? J'ai trouvé qu'il était symboliquement attaché, j'allais dire, à ma vie, quoi, parce que moi, je mange halal. Et j'ai voulu d'une certaine manière faire un pied de nez aussi à tous ceux qui ont discrédité le halal. Qui impose le halal, la tradition ou la religion? Non, c'est la religion. Là, c'est la religion. Donc on touche quand même au champ du religieux et de l'incompréhension et de la peur tout de même qui est véhiculée aujourd'hui face à l'islamisation, je passe bien le mot, hein, c'est comme ça qu'il est dit, hein. On nous parle d'Arabie, d'islamisation de la France, fille aînée de l'Église, c'est ça, c'est un peu, c'est ce vieux démon qui est là. C'est ça. Moi, je suis fidèle à l'histoire judéo-chrétienne de mon pays. Vraiment, je connais très bien l'histoire de France et j'adore cette histoire d'ailleurs. Et mais en même temps, en aucun cas, vous savez, franchement, on va se parler vraiment assez directement, il n'y a pas d'islamisation en France. Il y a une minorité de personnes qui sont revendicatifs, qui, entre guillemets... Il y a quand même des gamins, là, on nous parle tous les 2 mois de gamins qui partent faire le djihad. Oui. C'est quoi? C'est des exceptions. On fait un focus et on nous dit, mais ou alors est-ce que c'est très révélateur d'un mouvement qui pourrait se mettre en fond? On se souvient également de Mera. Voilà, il y a eu tout ça. Et on se dit, est-ce que c'est un mouvement de fond qui est en train de naître? Tel qu'à l'époque, on avait peut-être, je dis peut-être, et je pense que c'est vrai, sous-estimé la pensée et l'adhésion idéologique aux thèses du Front National en France en disant c'est un vote contestataire, sans pleinement mesurer les fondements qui étaient des convictions portées par des extrémistes. Parce que rappelons, le Front National est un parti d'extrême droite. Bien sûr, mais pour ce qui est des jeunes issus de l'immigration qui choisissent volontairement l'extrémisme radical donc religieux, oui, il y en a, c'est sûr, et il y en a trop. Mais ça reste encore, franchement, une minorité. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns. Alors après, il y a plusieurs types de personnes qui sont radicales des religieux extrémistes. Il y a ceux qui sont extrémistes dans leur comportement, dans leur façon de vivre, mais en même temps ils dérangent personne. Ils sont. Puis après il y a ceux qui effectivement qui partent au djihad, des personnes horribles comme Mera. Il y en a peu. Mais il y en a, c'est sûr. Et mais ce qui est dommage, encore une fois, c'est que même s'il faut effectivement les pointer du doigt, il faut communiquer autour de ces personnes, c'est important. Mais c'est une minorité, quoi. Je veux dire que ça reste une minorité, et cette minorité fait un ombrage énorme auprès de la majorité que je représente. Moi, vous savez, moi, je suis républicain, laïque. Je suis français, républicain, laïque et musulman, et tout ça c'est compatible. Et au quotidien, j'ennuie personne, mais alors personne. Mes enfants mangent halal, ils mangent à la cantine et ils embêtent personne. Je vous assure, c'est assez. On vit naturellement dans notre pays sans poser le moindre souci. On vit. Encore une fois, je le rappelle, en milieu rural, où on pense qu'en milieu rural, il y a des personnes qui ont des relents, entre guillemets, de xénophobie, ce qui est complètement faux. Et pourtant, voilà, on a réussi entre guillemets, à s'intégrer, parce que pour le coup, on a dû s'intégrer dans un lieu qu'on ne connaissait pas, la Haute-Loire, mais on pose aucun souci. Parce que dans le livre, le discours que tient Hubert, ce qu'il pense, ce qu'il craint, ses peurs irraisonnées. Moi, j'ai entendu des personnes dans mon exercice journalistique convaincues de cette réelle menace. Bien sûr, mais pourquoi je le dis? En fait, ce qui est intéressant quand on écrit un roman, c'est qu'on peut dire tout haut ce que beaucoup de gens nous disent, ce qu'on entend. Et effectivement, Hubert, c'est un reflet de la société, faut pas se leurrer, hein. Même si je l'ai caricaturé au maximum, mais néanmoins, ce qu'il dit, on l'entend, beaucoup de gens le partagent. Et à travers ce livre, je déconstruis justement ce qui est dit. Beaucoup de jeunes issus de l'immigration, encore une fois, vraiment l'islam, c'est une petite partie de leur vie. Même si ça représente énormément, comme moi l'islam, ça représente énormément pour ma vie,
pour ma vie de l'au-delà, mais en même temps, c'est une petite partie de ma vie au quotidien. Je veux dire, je vis ma vie de républicain en France, elle est absolument pas entachée ou imprégnée par mon islam. C'est complètement faux. Et mon père a vécu depuis 56, il est en France. Il a jamais, mais alors jamais posé le moindre souci. Aujourd'hui, encore une fois, certains sont revendicatifs de certaines choses, mais ça reste, et je le dis encore une fois, une minorité. Tout ce qu'on a pu entendre sur les piscines, sur la viande halal dans les cantines, Pourquoi la grande majorité des personnes que je connais n'ont jamais été confrontées à ça? Pourquoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, je veux pas non plus, dire qu'il y a aucun problème. Il y en a, bien évidemment, il y en a. Mais encore une fois, il y en a, comme il y en a dans tous les dérives extrêmes que notre société peut générer. Ce qui est important, à mon sens, c'est d'éviter l'exclusion. Voilà. Si on était dans une France où le plein emploi serait la règle, vous croyez que franchement qu'on aurait tous ces soucis? Moi, je suis pas sûr. Ça me fait penser quand même à ce qu'on a connu avec l'affrontement de deux blocs. Quand on avait ce monde bipolaire où on a une course à l'armement entre le bloc de l'Est et puis l'Europe et les États-Unis d'un côté, où chacun se mesurait. J'ai l'impression que plus les mouvements xénophobes, nationalistes sont forts, plus en face, la réponse, c'est la force également, c'est la provocation, c'est le refus même des règles parfois fondamentales qui créent et qui gèrent aujourd'hui cette République. Vous savez, moi, ce que j'ai connu de pire depuis ces dernières années, c'est le discours alors moi je suis pas politique, hein, vraiment je suis ni à gauche ni à droite ni à la politique, je m'y refuse parce que c'est pas, j'ai des convictions, mais je me refuse en tout cas de choisir un camp. Mais toujours est-il que le discours de Sarkozy, quand il avait dit qu'il voulait, par rapport aux personnes issues d'immigration qui avaient été condamnées, de leur retirer la nationalité française. Ça a été un bouleversement pour moi. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais quel sens on donne aux jeunes issus d'immigration qui sont français? On leur dit, vous êtes français, mais attention, on vous surveille. Voilà. Et c'est ça qui est relativement important. C'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, la crise identitaire dont je parle dans mon premier roman, elle est toujours, elle existe toujours malheureusement. Comme je le dis tout le temps, avoir une double culture, c'est une richesse, mais en même temps, c'est une grosse difficulté. Mais j'ai l'impression que justement dans ce deuxième roman Cœur halal, on était de l'intérieur dans le premier roman, et là on a la vision extérieure. Voilà, c'est le même propos, le même sujet, vu et vécu de dedans, en pleine face, et vu de l'extérieur par les yeux d'Hubert et le fantôme de Farid dans Cœur halal. C'est exactement ça. C'est toujours. Moi, je suis attaché à ces sujets parce qu'ils sont cruciaux pour la société de demain. Et en même temps, c'est ce qui est important aussi, hein, je pense, c'est que il faut essayer de comprendre, l'ouverture d'esprit et arrêter un peu. On doit évoluer, arrêter de parler de tolérance. Moi, par exemple, la tolérance, c'est un truc qui m'énerve, quoi. Moi, je suis dans l'acceptation. Je suis pas dans la tolérance. La tolérance, c'est le fait du roi. C'est je te tolère. Voilà, mais quelle légitimité une personne a pour me tolérer? Je veux dire, moi je suis dans l'acceptation, j'accepte l'autre dans sa différence à partir du moment où cette différence est pas en contradiction avec les valeurs de la République. C'est important que de connaître le sens des mots quand on écrit. Ouais, c'est important, ouais, tout à fait. Là aussi, vous avez l'impression que faut peut-être faire le travail auprès des jeunes, mais même du grand public finalement, parce qu'on entend des tas de choses dont on ne comprend pas vraiment la portée et le sens, alors que d'autres peut-être maîtrisent ce qu'on appelle maintenant des éléments de langage. C'est important les éléments de langage, hein. C'est important dans la religion aussi, c'est important dans tout ce qui est moi je lutte au quotidien pour le vivre ensemble, pour promouvoir le vivre ensemble. Et même dans la religion, j'ai eu une attaque où on me disait que ça c'est atroce ce que je vais dire. On me disait le don d'organes est interdit dans la religion musulmane, surtout pour les mécréants. Déjà c'est interdit, mais surtout pour les mécréants. Imaginez le truc, c'est complètement idiot, mais voilà. Et pour dire, parfois on m'attaque sur n'importe quoi, mais vraiment sur n'importe quoi. Et parfois quand je discute avec des jeunes issus de l'immigration qui sont dans un islam radical, je leur dis toujours, vous savez, être musulman ou entre guillemets croire en Dieu, être un enfant de Dieu entre guillemets, c'est d'abord des actes. Avant le dogme,
avant le dogme, c'est d'abord les actes. Là, on peut faire la prière tous les jours, les 5 fois par jour, on peut faire Ramadan, puis si à côté de ça, on est, entre guillemets, je vais caricaturer, je vais utiliser un mot que j'aime bien, on est un crevard et qu'on pense qu'à soi, qu'aux siens et pas aux autres, bah voilà, on n'est pas dans un acte musulman. Donc c'est pour ça que j'ai toujours, il y a le dogme, et puis après, il y a ce qu'on fait vivre au quotidien. Et dans mon livre, j'aborde un peu ces sujets. Alors, le livre, il est forcément politique parce qu'il s'intéresse à la vie de la cité, avec cette peur finalement, parce que ce qu'on évoque, c'est ce qui est l'idée de la laïcité, c'est-à-dire que les choix, les orientations politiques ne peuvent être dictées dans notre pays en fonction d'un mouvement de pensée et d'un culte. C'est comme ça que je l'entends, moi, la laïcité. C'est pas l'interdiction des religions ni du culte, mais que l'intérêt général n'est pas gouverné par le précepte religieux. Heureusement, oui, c'est vrai. La laïcité, vous savez, c'est le meilleur garant de pouvoir vivre son culte. Franchement, si demain on retire la laïcité, on est en danger. Et par exemple, on parle de charia, hein, là, si on... Oui, non, mais j'ai pas donné le mot. Ouais, mais on parle parce que tout de suite. Parce que j'ai l'impression également que c'est compliqué. Si on parle de charia, on parle tout de suite d'un mouvement extrême dont on connaît véritablement l'abomination, disons les mots. Bien sûr. Voilà. Mais il y a également parfois des règlements qui font force de loi. Et ces règlements ont parfois directement été inspirés par une réaction à un fait ou à un précepte religieux. Bien sûr, ouais. On l'a vu avec la burqa, quand on avait fait pour 300 jeunes filles, on a mis en place une loi. Je suis pas contre, hein, moi, au contraire, je veux dire, moi aussi, je trouve que c'est dénaturer l'être humain d'être complètement voilé, où on voit plus son visage. Voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, ceux qui ne le partagent pas, ça les regarde, mais c'est le mien et je le revendique. En même temps, par rapport à la charia, franchement, la grande majorité des musulmans ne souhaitent absolument pas qu'il y ait une charia où que ce soit, dans quel pays que ce soit. C'est une minorité, c'est encore une minorité, c'est des personnes qui en plus font un amalgame entre tradition, religion. Moi j'ai rencontré beaucoup de sommités de la religion musulmane en France qui me disaient mais la charia c'est une comment dire, c'est venu après le prophète. Ce qui est la règle dans la religion musulmane, c'est d'abord le Coran. Et dans le Coran, on parle pas de charia. Donc, vous voyez, c'est assez particulier. Mais ça reste encore une fois une minorité qui sont dans justement la revendication. Alors, si comme moi, vous avez eu du mal, parce que je me suis intéressé à lire Tariq Ramadan, parce que je m'intéresse à tout ça, mais c'est pas évident, c'est pas facile, faut bien le dire. C'est parfois désenvolé, mais c'est un philosophe en même temps. Et je trouve que on retrouve beaucoup quand même d'explications nettement plus concrètes finalement par le roman et par la fiction. C'est complémentaire. C'est pas forcément les mêmes idées. Bien sûr. C'est pas les mêmes visions. Oui, tout à mais fait. c'est en tout cas très complémentaire. C'est important que de vulgariser en quelque sorte ces questions à travers le roman, comme on pourrait le faire à travers d'autres arts. Enfin, moi ça me renvoie également un peu à j'ai oublié le nom, ça va être terrible. Guernica, voilà. Où Picasso dénonce l'atrocité par son art, avec quelque chose, j'ai envie de dire, de quasi simple, tellement c'est beau et tellement c'est efficace. C'est important que des outils simples et accessibles vulgarisent. On peut se permettre de la vulgarisation quand on parle de sujets aussi complexes et des sujets de société. Est-ce qu'il n'y a pas le danger du raccourci ? Non, justement, parce que l'expérience me fait dire aujourd'hui, hein, une petite expérience, hein, donc au travers des dédicaces, des gens que j'ai rencontrés, des mails qu'on m'a envoyés, les gens se sont posés des questions à travers mon livre et surtout à travers Cœur Halal. Ils se posent les questions que se posent les personnages du livre, et c'est intéressant parce qu'à un moment donné, ils prennent du recul. Ils prennent du recul parce que c'est pas leur histoire. C'est une histoire qu'ils sont en train de lire et ils prennent le recul nécessaire. Et en même temps, quelque part, ça cultive leur réflexion. Par exemple, je parle de l'homosexualité dans le livre. Beaucoup de personnes m'ont dit, je me suis posé les questions que pose le livre, et ça a été dur. J'ai une dame qui était très religieuse, catholique, hein, et elle m'a dit, tu m'as embêté ce week-end. J'ai lu ton livre, et franchement, je me suis posé les questions, et c'est dur. Mais voilà, mais elle s'est posé les questions. Et ça, c'est important.
Et le livre est accessible à tous. Ça aussi, c'est important. J'ai plein de gens qui ont lu et m'ont dit j'ai lu 2 livres dans ma vie, vos 2 livres. Voilà. Et il y en a qui m'ont dit ça m'a donné envie de la lecture, de lire. C'est vrai que c'est très simple, c'est pas de la grande littérature, mais en même temps, ce qui est important, c'est que ça donne à réfléchir. Je vous rappelle que les 2 héros s'appellent Hubert et Farid, que Hubert est donc un facho caricaturé, antisémite, homophobe, raciste, qui a peur des Arabes, et puis Farid qui va continuer à vivre puisque son cœur va être donné à Hubert et va hanter Hubert, et c'est cette confrontation et Hubert qui va devoir vivre avec ce fantôme au quotidien, et l'auteur s'appelle Abdelkader Elhan. Il est aujourd'hui l'invité de Radio Scarpe Sensée. On se retrouve dans un instant. Je propose d'écouter Dionysos, Tais-toi mon cœur. J'ai pas choisi ça totalement par hasard, parce que je suis allé voir le film La mécanique du cœur. Et voilà, allez voir le film, lisez le bouquin, vous allez comprendre des tas de choses finalement. Et c'est peut-être ça qui m'a amené, moi, à m'intéresser à cette idée d'organe. Voilà, peut-être. Dionysos, Tais-toi mon cœur. Pour moi c'est l'heure de foutre à la poubelle mon cœur en bois. Et pour de bon c'est le crâne serti d'étincelles que je viens donner ma démission. Allez les oiseaux de mon corps, fermez vos belles gueules à passion. Les accidents d'amour à l'appel ne m'ont pas toujours donné raison. Tais-toi mon cœur, je ne te reconnais pas. Tais-toi mon cœur, je ne te reconnais pas. Oh tais-toi mon cœur, je ne te reconnais pas. Tais-toi mon cœur, je ne te reconnais pas. Moi je connais seulement celui qui s'emballe. Je me fabrique un cœur de pierre pour devenir un grand garçon, celui dont tu serais fier et pourrais tenir une maison. Mais un beau jour comme ça tu te lèves avec une idée à la con, fouiller les souvenirs et les rêves dans la poubelle à passion. Tais-toi mon cœur, je ne te reconnais pas. Tais-toi mon cœur, je ne te reconnais pas. Oh tais-toi mon cœur, je ne te reconnais pas. Tais-toi mon cœur, je ne te reconnais moi je pas. connais seulement celui qui s'emballe. J'ai des fissures dans mes chaussures, c'est à coup sûr mon cœur de pierre qui me fait des tremblements de terre. Tais-toi mon cœur, tais-toi mon cœur c'est toi. Je croyais que tu t'étais tu et elle ne se souviendra pas de toi. D'ailleurs c'est pas la peine de se briser comme ça, tu vas encore lui faire peur. Oh tais-toi mon cœur, tais-toi mon cœur, je ne te reconnais pas. Tais-toi mon cœur, je ne te reconnais pas. tais-toi mon je cœur, ne te reconnais pas. écoute-moi. je ne te reconnais pas. Tais-toi mon cœur, je ne te reconnais pas. écoute-moi. je ne te reconnais Oh pas. tais-toi mon cœur, je ne te reconnais pas. tais-toi mon cœur. je ne te reconnais pas. Oh tais-toi mon cœur. je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas. Radio Scarpe Sensée, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin. Invité aujourd'hui, Abdelkader Elhan, auteur donc de Cœur halal, et on parle maintenant depuis pas mal de temps quand même de tout ce que véhicule ce livre. Et puis en écoutant Dionysos, on se disait, c'est vrai que, et c'est la question du raccourci dont je parlais tout à l'heure, le livre aborde mais des tas de sujets, hein. On parle de tout avec ce risque qui était d'aller trop vite, de banaliser, et pourtant on s'y perd pas, ça va au bout, ça questionne, faut prendre le temps de le lire, il se lit vite. C'est une volonté d'avoir une écriture efficace, ou c'est parce que c'est un style, c'est un genre, c'est cherché, c'est naturel? Ouais, c'est naturel d'abord, et puis surtout, je crois que c'est important. Ce livre est accessible à tous. Il va vite. C'est vrai que c'est un livre qui va vite, comme le premier, ça va vite. On est vite, et comme ça va vite, on est plongé
très rapidement dans l'histoire. Moi, beaucoup de gens m'ont appelé en me disant j'ai pleuré à la fin. Les personnages me manquent. J'étais écœuré que ça soit fini parce que j'avais envie que ça continue. Enfin, et donc voilà, c'est la petite force aussi entre guillemets, hein, si je peux, avec beaucoup de modestie, hein, de mon écriture. C'est facile de trouver un éditeur quand on travaille sur ce champ-là et qu'on écrit sur cette thématique. Aujourd'hui, c'est plus facile. Après le premier, bien sûr, le premier a très très bien marché. Donc avec le deuxième, c'est plus facile. Et puis, je sais pas si vous avez noté quand même, mais j'ai fait le choix du deuxième parce que ça s'appelle les éditions Jeanne d'Arc. Donc ouais, là, Cœur halal aux éditions Jeanne d'Arc avec l'histoire d'un facho. Fallait publier le 1er mai, puis c'était total. Voilà, quoi. Exactement. Et en fait, j'ai eu le directeur donc de cette maison d'édition qui m'a vraiment a insisté en tout cas pour que j'édite chez eux parce qu'ils avaient une mauvaise pub à cause de Jeanne d'Arc parce que c'était associé malheureusement à un parti d'extrême droite et donc voilà, j'ai voulu lui rendre service d'une certaine manière. Et puis je trouvais que c'était pas mal, quoi. Cœur halal aux éditions Jeanne d'Arc, ça faisait un beau pied de nez. Ouais, un beau clin d'œil en tout cas. Et puis il y a des symboles qui sont parfois trop vite récupérés, qu'il ne faut pas laisser dériver de ce qu'ils sont initialement. Donc c'est l'occasion également de réagir. Les jeunes, est-ce qu'ils lisent facilement ? Vous les rencontrez, vous travaillez avec eux, vous êtes directeur d'une mission locale. C'est le bon vecteur pour s'adresser à ce public, le livre ou... C'est dur, honnêtement, je vais pas mentir. Non, ils lisent pas beaucoup, c'est compliqué. En même temps, moi j'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire une 60aine de lycées en France avec en pleine face. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les gamins ont lu ce bouquin parce que aussi c'était beaucoup m'ont dit oui mais comme vous étiez un ancien boxeur on a eu envie de lire et donc voilà, donc il y a ce petit vecteur qui fait qu'à un moment donné je peux attirer les jeunes et puis là beaucoup de jeunes vont le lire parce que le titre interpelle. Cœur halal, ça les concerne, ils se sentent concernés. Qu'on soit du reste ou pas concerné par le halal. Bien sûr, voilà. Qu'on soit issu de l'immigration ou pas, c'est juste que à un moment donné, il y a deux mots, il y a un mot français et un mot arabe. Mais vous faites également l'amalgame. On peut aujourd'hui être musulman et manger halal sans être forcément issu de l'immigration, rassurez-moi. Bien sûr. Heureusement. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le halal, aujourd'hui, une grande majorité de la viande en France est halal. Ouais. Et j'ai envie de dire, dans une vingtaine d'années, je suis quasi certain que la grande majorité de la viande en France sera cachère. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que un musulman peut manger halal et peut manger cachère. Une personne juive peut pas manger halal, elle peut manger que cachère. Donc, j'allais dire, ce qui sera assez naturel, c'est que demain, on mange tous cachère. Voilà, ce sera des économies pour bien évidemment les collectivités. Les collectivités et puis les entreprises qui gravitent autour de la viande. Oui, bon, puis après, il restera tout de même de temps en temps la possibilité pour ceux qui veulent se faire du bien de pouvoir également aller au-delà des... Si je pense au porc, par exemple... voilà. Le porc, après, les juifs n'en mangent pas, les musulmans n'en mangent pas, donc le porc restera et demeurera, heureusement. C'est pas l'interdiction, c'est ça aussi. Heureusement, absolument pas, au contraire. Voilà, aujourd'hui, on se sent terriblement obligé de préciser tout, parce que quand on dit demain tout le monde va manger cachère, tout le monde s'imagine, il y aura plus de porc. Non, c'est pour ça, parce que le porc est pas concerné par cette. Vous savez, les mesures ne s'imposent que sur les viandes concernées. Tout à fait. En Haute-Loire, je vais souvent avec des amis qui tuent le cochon. Encore, ça demeure. Hein. Ouais. C'est un événement magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique. Bien évidemment, la bête est tuée, mais en même temps, il y a un esprit festif. J'y participe. Bien évidemment, je mange pas de porc. On met toujours un truc pour moi, une salade, des choses comme ça. Et il y a un esprit convivial. Et peu importe le fait que je sois musulman, il y a un esprit convivial qu'on partage tous. Donc là-dessus, comme par exemple moi, bien évidemment, je suis en Haute-Loire, le porc, c'est une religion, et je suis un fervent défenseur aussi de ça pour mes amis qui sont là-bas. Je suis pas participant direct, mais à côté de ça, je œuvre dans des associations et je travaille avec eux. Aujourd'hui, les retours des critiques sont sensibles. C'est important, ça, d'avoir une bonne presse autour du livre.
Mais moi, très honnêtement, je suis surpris, franchement. Mais je m'attendais pas à ce retour, surtout des auditeurs, surtout des lecteurs qui sont voilà enthousiasmés par le livre. J'ai eu des messages magnifiques sur mon blog. J'ai eu des attaques, encore une fois. Mais ce qui est assez marrant, c'est que les attaques viennent de deux extrêmes, les extrêmes religieux musulmans et les extrémistes donc nationalistes, les identitaires surtout. Qui les deux blocs dont je parlais tout à l'heure, qui voilà, se grossissent. tout à fait. Voilà. Mais c'est sûr que c'est eux que entre guillemets que j'épingle dans le livre. Donc c'est de bonne guerre qui m'attaque. Moi c'est pas. Mais en tout cas, ceux qui ont lu le livre, en tout cas me donnent envie d'écrire encore. La critique professionnelle, c'est là cette fois-ci, les critiques littéraires qui se sont prononcées sur le livre. Eh ben, pour l'instant, c'est que vraiment je fais l'unanimité. J'ai pas encore eu une mauvaise critique. D'ailleurs, des journalistes qui m'appellent de France Bleu, France Inter. Enfin, on m'appelle. Pour le premier roman, c'est moi qui suppliais qu'on vienne me chercher, qu'on s'intéresse à moi. Là maintenant, c'est eux qui s'intéressent naturellement à moi. Donc c'est que le livre, plaît. Mais puis il parle de façon simple de ce qu'on ne parle pas souvent finalement, quoi. Ouais, c'est sûr que j'aborde des sujets tabous un petit peu. Je les aborde à ma manière. Et puis après aussi, c'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai quand même mon passé est assez intéressant. Mon passé et mon devenir est assez intéressant. Donc voilà. Je pense qu'il y a ça aussi qui intéresse. Je pense que il y a le livre, il y a l'histoire. Il y a les messages, et puis il y a l'auteur, je pense. Comment on fait pour ne pas devenir, à faire valoir un alibi ou être l'arbre qui cache la forêt? Eh ben, c'est assez simple, hein. C'est que justement, je parle qu'en mon nom, donc je revendique rien pour personne. Je parle qu'en mon nom. Je suis pas associé à quelque parti politique que ce soit. Je suis pas associé à quelque association que ce soit. Voilà, je parle, je peux dire du bien, du mal de qui je veux, entre guillemets, hein. C'est mon droit, c'est ma liberté d'expression, tant que bien évidemment je suis pas dans la diffamation. Mais voilà, ce qui est important, c'est que je œuvre pour ma propre, ma propre petite personne, à savoir, j'œuvre simplement pour que le vivre ensemble ne soit plus un rêve mais une promesse. Une question, on revient sur le livre, le fait que Hubert soit un ancien d'Algérie également. Ça c'est important. Il y a encore cette blessure, cette fracture qui est là, ces non-dits qui ont fait qu'il y a une relation tout à fait particulière pendant une génération et un peu plus entre l'Afrique du Nord, de façon générale, le Maghreb et la France. Oui, je rencontre encore beaucoup d'anciens d'Algérie qui commencent maintenant à parler, hein. C'est vrai que ça a été long, hein. Et c'est assez intéressant parce qu'ils ont vécu un traumatisme, hein. Encore une fois, il faut rappeler que beaucoup d'entre eux étaient des appelés, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est comme si aujourd'hui on faisait son service militaire, on nous disait allez hop, on va au Mali. Et enfin, on dit le mot, ils ont fait une guerre, quoi. Ah oui, bien sûr, c'est une guerre. On peut pas trouver d'autres mots. Et alors, certains ont vu des atrocités de part et d'autre, hein. Et ça a été dur pour eux. Donc après, ils sont certains étaient des bourreaux, mais en même temps des victimes. Voilà, faut aussi se rappeler que ils étaient contraints et forcés, quasiment. Donc c'est assez compliqué. Aujourd'hui, encore une fois, on juge assez naturellement. Mais nous, dans cette situation, comment on aurait réagi? Je me pose toujours cette question. Moi, à la place, comment je fais? Est-ce qu'il est nécessaire de libérer cette parole? Vous dites, certains maintenant commencent à parler, parce que le temps a fait son action, que peut-être même les enfants ont grandi, il y a les petits-enfants. Maintenant, on parle, et on parle des deux côtés. Faut continuer, faut inciter à ça. Ouais, je crois qu'il faut inciter à parler, et il faut surtout pas juger. Parce que c'est ça. Parce que pourquoi les gens veulent pas parler? Parce qu'ils ont peur d'être jugés. C'est ça, en fait. D'ailleurs, nous-mêmes, parfois, on n'ose pas dire certaines choses parce qu'on a peur d'être jugé. Moi, j'ai eu peur de dire que j'étais raciste, homophobe. C'était compliqué. C'était de dire que quand j'étais gamin, j'étais un sale gamin, j'étais un voyou. J'ai eu peur de dire tout ça. Pourquoi j'ai eu peur? C'était pas peur de le dire, c'était simplement après d'être jugé, et puis dans mon activité professionnelle, d'être jugé par rapport à ce que j'ai fait quand j'étais gamin. Et voilà. Mais après, bon voilà, j'ai pris du recul et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est ça, c'est arrêtons de juger. Les préjugés, c'est ce qu'il y a de pire. Einstein disait, il est plus facile de casser un atome que de casser ses propres préjugés. Le mal de notre société, c'est les préjugés, malheureusement. Comment vit la famille, les proches? On verra les enfants après, mais d'abord, les parents, frères et sœurs, ils se retrouvent. Est-ce que c'est le fils, le frère qui écrit? Est-ce qu'il retrouve
ceux qu'ils connaissent peut-être un petit peu plus intimement. Oui, en règle générale, c'est vrai qu'ils sont tous, ils s'associent à ce que j'écris, hein, globalement, notamment pour le premier. Pour le deuxième, j'ai eu des retours de mes frères par SMS qui m'ont dit ils ont adoré, que voilà. Et moi, j'ai un frère qui me dit je vais le relire une deuxième fois tellement il m'a intrigué. Et oui, ils se retrouvent dans ce que j'écris parce que j'allais dire. Mais ils vous retrouvent vous aussi la part voilà. Ouais. Est-ce qu'ils la retrouvent? C'est ça qui. Oui, ils me retrouvent. C'est vrai qu'il y a une grosse part de moi dans le livre, mais pas seulement, parce que je me suis aussi, j'allais dire, servi de personnes que je côtoie. Il y a des paroles de mes frères et sœurs dans ce que j'ai écrit. Par exemple, il y a une sœur qui m'a dit tiens, je me suis reconnu dans là, c'est moi qui ai dit ça. Je dis oui, c'est toi, c'est vrai. Mais voilà, et je me sers de ça aussi. C'est intéressant. Je me sers de ce que me disent mes potes, mes collègues de travail. Voilà, ma réflexion elle est nourrie au quotidien par j'allais dire toutes les personnes que je côtoie. Quand on écrit, on pense à ses enfants cette fois-ci parce qu'on leur laisse ça derrière. Ouais, c'est oui, mes enfants. Alors, il y a deux points de vue. Mes enfants sont fiers, hein, bien évidemment, de lire, surtout de voir. Moi, ma plus grande fierté, c'est mes enfants. Pourquoi? Pas parce que tout le monde dit oui, c'est mes enfants. Non, mais ma plus grande fierté, c'est comment dire, la morale de mes enfants. Mon fils, un jour, on était dans un mariage, dans la famille, et puis il entendait des gens parler de la Palestine, et puis ouais, mais les Juifs, nanani, nanana. Et mon fils, il me dit, papa, mais c'est des antisémites, t'as entendu comment ils parlent, c'est des antisémites. Ben, ce jour-là, j'étais fier, parce que je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux, c'est-à-dire que je veux un enfant qui, je veux que mon fils ait aucun préjugé. Et je peux vous jurer que mon fils, il va avoir 17 ans, il a absolument aucun préjugé, et l'ironie du sort, c'est qu'il veut devenir chirurgien. Et il veut opérer, il veut faire des greffes du cœur. Ah, finalement, ça explique peut-être beaucoup ce qui me questionnait tout à l'heure sur la place de l'organe. Je sais pas, ça doit transpirer quelque part parce que je l'apprends là maintenant, hein, je vous assure. Oui, c'est vrai que j'en avais jamais parlé dans aucune interview. J'ai jamais dit que mon fils veut être. Et ben moi, j'ai l'impression que ça sent dans les mots. Ouais. Voilà, je me suis dit, il a écrit ça. Il y a un message. J'ai pensé, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé, c'est vrai aux enfants, à la vie, à la transmission. On peut pas parler d'un cœur si on parle pas de son fils. Il s'appelle comment le fils? Habib. Voilà, on espère comme le père. On espère qu'Habib sera un grand chirurgien. Le livre, il est disponible dans toutes les librairies. Voilà, partout, sur Internet, dans les librairies. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez commander sur le net, mais favorisez. Si vous avez une librairie à côté, allez chez les libraires. Exact. Voilà. C'est important. Je tiens à rappeler que les librairies ont besoin de clients et que c'est peut-être pratique. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que moi aussi. Il y a le côté pratique de l'Internet. Mais de temps en temps, allez discuter avec un libraire, quelqu'un qui est là pour vendre du livre. C'est important, c'est de belles rencontres. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai fait une dédicace très récemment dans une librairie de Douai, et c'est vrai que les vendeuses avaient lu le livre et en parlaient aux gens. Voilà, il y a le livre a une autre vie. Il a le passage entre guillemets du vendeur à celui qui l'achète. Le passage est merveilleux parce qu'il y a une communion entre le vendeur et l'acheteur. Abdelkader Reylan, si on vous propose demain d'adapter cette histoire, d'en faire quelque chose d'autre, un film, téléfilm. Ouais, mais je signe dès demain. C'est Ouais. sûr. Ah oui, parce que c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit, ils vivaient le livre comme un film. Ça, c'est vraiment intéressant, c'est touchant en tout cas de me dire ça. Et oui, bien sûr, si le message peut être véhiculé encore plus fort, pourquoi pas. Je vous remercie en tout cas d'être revenu chez nous Merci. après le premier passage pour En Pleine Face. Pour ce deuxième passage, donc avec Cœur, est-ce qu'En Pleine Face est toujours disponible? Toujours. Voilà. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas lu En Pleine Face, il n'est pas trop tard. Alors à signaler encore une fois que vous pouvez prendre le deuxième roman sans avoir lu le premier parce que il n'y a pas de continuité. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Voilà. C'est une fiction et l'autre c'est autobiographique un peu. Je vous conseille tout de même de lire les deux, et peu importe le sens, parce que encore une fois, il y a cette vision de l'intérieur, et ça permet de comprendre beaucoup sur l'auteur que vous êtes aujourd'hui devenu, prendre un statut d'auteur, parce que là, il y a eu un essai d'abord dans un premier coup qui a été marqué, et là, on transforme l'essai gagnant. Il y a un statut d'auteur qui s'impose. Ouais, moi j'ai pas cette prétention. Je raconte des histoires. Quand on me dit écrivain, tout ça, pour moi un écrivain c'est Camus, c'est Yasmina Khadra, moi je suis un petit parmi ces très grands. Donc auteur oui, mais petit auteur. En tout cas avec des mots qui font beaucoup de bien, je vous assure. Ça s'appelle donc Cœur halal aux éditions Jeanne d'Arc. Abdelkader Reylan était aujourd'hui l'invité de La Puce à l'oreille. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.
Urgente, éclatante, romantique, chaude, simple, étrange, libre, humaine. C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are